Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé «3 clés pour répondre aux enjeux RH dans l'industrie». Et Bonjour. ce matin, pour m'accompagner, je reçois Laure, que vous commencez à connaître sur MyRH Line. Bonjour Laure. Bonjour Christophe. Bonjour Michel. Et puis Michel Richard, qui est dirigeant chez CCLD sur la partie talent industrie. Michel, je te Bonjour à laisse tous. peut-être te présenter. Oui, bonjour à tous. Michel Richard. Donc moi, je dirige une division au sein d'un cabinet, du cabinet CCLD, spécialisé dans les métiers d'industrie. Je recrute dans ce secteur d'activité depuis 25 ans maintenant, avec des spécialisations sur des postes de technicien à cadre. Et j'ai vu effectivement sur ces 25 dernières années évoluer le monde industriel et surtout les pratiques et les attentes des candidats sur ces secteurs-là. Laure, si tu veux redire un petit mot sur peut-être CCLD, représenter un peu l'entreprise. C'est ça. Donc moi, je suis la directrice marketing et communication de CCLD, qui est un cabinet de recrutement augmenté, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Augmenté pourquoi? Puisque c'est 3 divisions au sein de CCLD. Une partie communication RH avec une agence média RH, CCLD Média RH. Une partie recrutement, évidemment, CCLD Talent sur les fonctions commerciales, fonctions support, et CCLD Talent Industrie représenté par Michel aujourd'hui, et Hack for Skills, qui est la partie conseil RH et développement des compétences. Super. Petit état des lieux. Peut-être que Michel, tu vas nous introduire un peu ce qui se passe Oui, actuellement. les changements qu'on constate depuis bientôt, 2 ans, ou en tout cas la tendance s'est accélérée, depuis 2 ans dans le monde industriel. Je dirais, on parle pas de révolution industrielle, hein, c'est il y a quelques centaines d'années maintenant, mais en tout cas, on va parler, effectivement de révolution en termes de pratiques, de recrutement dans le monde de l'industrie, qui est face à des enjeux, considérables. Aujourd'hui, il faut préciser que, nombre d'industriels rencontrent des difficultés, à recruter. Vous le constatez certainement, tous et toutes, tous les jours, puisque 2 tiers des entreprises aujourd'hui se disent en difficulté pour recruter des techniciens, des opérateurs, des ingénieurs, des cadres, en tout cas tout acteur qui intervient dans le monde industriel. C'est une réelle, nouveauté pour un secteur qui a, il y a quelques années, dans les années 80, plutôt dégraissé que recruté, et s'est retrouvé aujourd'hui face à une difficulté à attirer, des candidats qui, pour certains, ont disparu du marché de l'emploi. Hem, on constate sur le graphique, en bas à droite que, l'industrie n'a jamais connu autant, d'offres d'emploi en l'espace de quelques mois, puisque, vous voyez une courbe, alors c'est certes petit, mais vous devinez la courbe avec une cassure nette qui, je vous le laisse deviner, est due au Covid, mais post-Covid n'a cessé de croître en termes de nombre d'annonces. Alors là, c'est effectivement une source Indeed, mais la France n'a jamais connu une telle croissance d'offres d'emploi sur le monde industriel, et c'est maintenu et c'est soutenu. On constate un léger plateau depuis le début d'année, mais depuis, la fin de notre sortie Covid, on est en croissance permanente. Donc tout le monde, tout industriel recrute aujourd'hui. Et les candidats ont disparu? Qu'est-ce Alors que tu en penses? les candidats ont disparu pour certains métiers, ou en tout cas ils se font plus rares, mais surtout ils ont évolué dans leurs attentes. Tout à chacun, qu'il soit opérateur ou technicien, renvoie quelques signaux importants que l'on doit prendre en compte quand on est recruteur. Ils nous reprochent très souvent d'avoir des difficultés à communiquer avec nous, recruteurs. Hem, on est passé, en même temps que les annonces ont augmenté, on est passé dans une ère un peu toute digitale, où, on a plutôt tendance à répondre un peu naturellement, spontanément, et en tout cas numériquement aux candidats. Ils nous reprochent un peu cette, automatisation des contacts. Je crois que l'individualisation, même si c'est parfois un peu compliqué, marque des points aujourd'hui dans notre métier. Le deuxième point qu'un candidat nous reproche, c'est souvent, certes, je suis opérateur, certes, je suis technicien, certes, je suis ingénieur, mais en tout cas, j'ai aussi besoin de mouiller le maillot, comme on dit, pour des projets qui me donnent envie, de me lever tous les matins, et ça, c'est l'industrie n'échappe pas à la règle qui, dépasse le cadre de l'industrie. Ils nous reprochent également d'avoir des annonces trop peu attractives, en tout cas trop peu engageantes pour leur donner envie de cliquer, et de changer un poste, dans lequel ils sont aujourd'hui. Et enfin, très souvent, et ça dépasse, pas spécifiquement le monde de l'industrie, mais encore dans l'industrie, les délais de recrutement nous sont reprochés car trop longs. On démultiplie le nombre d'échanges avec, les candidats, et aujourd'hui, face à la pénurie, il y a quelques process en recrutement qu'il faudrait revoir.
Ce qui est sûr, en tout cas, l'augmentation des offres d'emploi a mis en exergue, effectivement, comme tu le disais, dans ta question Christophe, des profils qui sont devenus pénuriques. Alors, ils n'ont pas disparu, néanmoins ils sont devenus pénuriques. Pourquoi ils sont devenus pénuriques? Un des premiers sujets, c'est on recherche à peu près tous les mêmes profils. On recherche tous un ingénieur qui a 3 ans d'expérience, et qui souhaitent un niveau de rémunération, ciblé, et on recherche à peu près tous ces mêmes profils. Les plus seniors sont trop chers et les plus juniors manquent d'expérience. Donc forcément, comme on est tous dans le même sillon, et ben, les compétences disponibles dans cette cible prioritaire sont trop peu nombreuses. Ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième, c'est, malgré tout, nous industriels souffrons d'un certain manque d'attractivité, en tout cas un déficit de valorisation du secteur, ce qui fait qu'on attire assez peu encore sur ces métiers industriels, même si l'entreprise et l'industrie a énormément évolué depuis ces dernières années. Donc je dirais un déficit d'image encore sur un certain nombre de métiers et un certain nombre de secteurs industriels. Secteur un peu vieillissant, non? Secteur encore avec une image vieillissante, même si aujourd'hui on parle énormément de l'industrie 4.0, et je peux vous dire, pour être très souvent dans les ateliers, et peut-être certains d'entre vous le sont tous les jours, l'industrie n'est plus celle qu'on nous décrivait, dans les livres de Zola ou dans ce que nous racontaient, nos grands-pères, ou nos pères, dans leurs usines. C'est digitalisé, c'est propre, c'est organisé, et donc c'est, toute l'image inverse de ce qu'on peut encore avoir, dans l'inconscient collectif. Est-ce qu'on n'a pas aussi ce phénomène d'orientation initiale, hein, scolaire, qui joue en la défaveur de l'industrie, parce que le secteur industriel a quand même été relativement sinistré en France, et il y a eu un désengagement de l'État par rapport à ce secteur, et du coup une politique en matière de scolarité qui a fait qu'on pousse de moins en moins les jeunes, hein, à aller vers ce secteur aussi. Donc il y a peut-être aussi, de toute façon, dans tous les cas, beaucoup plus d'offres que de candidats potentiels en France, non? Tu as complètement raison, Christophe. C'est qu'aujourd'hui, on l'enjeu de l'industrie est de passer d'une voie de garage à une voie d'excellence, et donc ça passe par l'orientation. On est à peu près de la même génération, et quand à l'époque, on travaillait pas correctement à l'école, on disait: «Bah, tu qu'à aller faire de la mécanique, ou tu vas aller faire, mécanicien, poids lourd ou autre chose», et bah, très souvent, c'était plutôt par défaut qu'on nous orientait vers ce monde-là. Et effectivement, aujourd'hui, quelques années après, quand l'industrie, augmente, et ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en souffrance de compétences disponibles, et l'un des enjeux de la France qui se veut se réindustrialiser sous l'impulsion de notre président, et ben, ça va être de pouvoir recruter des profils pour faire face à cette réindustrialisation. Donc aujourd'hui, quand on est industriel ou quand on est un acteur du recrutement dans le monde de l'industrie, bah, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, je dirais, il y a 3 choses prioritaires sur lesquelles il faut se pencher. Premièrement, écouter le marché. Comme on le disait en introduction, un candidat en 2023, qu'il soit dans le secteur industriel, n'attend pas du tout les mêmes choses que, nos pères ou nos grands-pères qui rentraient dans le marché de l'industrie. Donc il est important de les écouter sur leurs propres attentes. Deuxième sujet, et on en a rapidement parlé, c'est gagner en visibilité et en attractivité. Passer, de l'image sale et vieillissante à une image, numérique, portée par l'avenir. J'ai eu l'occasion de me rendre au Salon du Bourget la semaine dernière à Paris. Le secteur de l'aéronautique, est complètement à l'inverse et à l'opposition de tout ce qu'on peut imaginer de l'industrie encore. Elle s'est modernisée, elle fait face à des enjeux majeurs en termes de technologie, pour nos avions de demain. On parle d'électrique, on parle de transport, donc il y a de vrais enjeux, et donc il faut que l'industrie et le recruteur dans l'industrie changent ses codes. Et enfin, il faut qu'il fasse évoluer aussi ses pratiques. Rappelons-nous, le candidat, il nous reproche d'être trop long dans nos process. Donc on se doit de faire évoluer nos pratiques en matière de recrutement. Alors faire évoluer les pratiques et peut-être faire aussi évoluer les lignes managériales sur leur posture.
Je discutais avec une responsable marque employeur, justement, d'une très grande boîte de l'industrie qui me disait, ma ligne managériale, bon, c'est 200 managers qui pratiquent des recrutements, donc c'est déjà une belle boîte. Elle me dit, ils recrutent aujourd'hui comme ils recrutaient dans les années 2000, parce qu'en fait, sa ligne managériale à 45 à 50 ans de moyenne d'âge, ne regarde que ce qui se passe dans l'entreprise et ne regarde pas comment a évolué la société. Donc il y a aussi deux vitesses en fait. Il y a je reste ancré sur mes vieux process de recruteurs de l'industrie et j'ai oublié entre-temps que les candidats ont complètement changé de posture. Effectivement, et l'industrie est un métier, est un secteur de savoir-faire, très souvent. Le savoir-faire s'acquiert avec l'expérience. Et on a trop souvent chez nos industriels des managers qui étaient dans le passé des très bons techniciens et qu'on a fait évoluer dans des postes de manager. C'est la voie classique des lignes managériales dans l'industrie. Moins aujourd'hui, mais en tout cas dans les années précédentes. Et donc, effectivement, avec des codes qui sont plus adaptés toujours aux attendus du marché et aux attendus des candidats. Donc, on a deux mondes qui ne se comprennent pas encore, mais qui vont apprendre à se comprendre parce que nos clients industriels n'ont pas le choix que d'écouter ce qui se passe autour. Mmh. Justement, ça fait une belle transition avec le côté décryptage sur ce que veulent les candidats. On va rappeler une étude qu'on a menée avec MyRHline avec un focus industrie, sur une étude qui a été menée donc entre février et mars 2023. D'ailleurs, on va bientôt sortir la nouvelle édition pour la rentrée. Je ne fais pas plus de publicité au passage. Cette étude, c'est 928 candidats et 178 RH. Et là, on a sorti vraiment la partie industrie pour mieux comprendre ce que veulent les candidats. Ce qu'on observe globalement sur la première tendance, Michel, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on a un écart qui continue à se creuser, alors que les RH l'année dernière, en 2022, nous disaient j'ai un souci de volume de candidature. Les candidats en face nous disaient j'ai pas assez de projets qui donnent envie. Ce qu'on observe sur le début d'année 2023 et sur ce premier semestre, c'est qu'en fait, côté RH, on a un déficit de qualité des candidatures et on a encore du volume, donc ça c'est chouette. Et côté candidat, il y a le sujet de la rémunération qui reviendra Michel tout à l'heure, qui est passé prêt pour des rangs devant la partie projet. Et surtout, ce que les candidats nous disent, c'est que globalement, ils n'ont pas le sentiment que les pratiques RH ont évolué. On parlait des pratiques des managers juste avant. Les candidats nous disent, globalement, même si les RH nous disent qu'ils ont fait évoluer leurs pratiques RH à 81% parmi les sondés, en fait, les candidats nous disent, c'est pas perceptible. On est seulement 43% à se dire que ça a vraiment transformé. Quand on parle de pratique RH, ce qu'on observe surtout, c'est que l'écart s'est creusé, tu en parlais Michel tout à l'heure, sur l'aspect digitalisation. Alors sans passer pour le côté générationnel réac, l'idée c'est vraiment de se dire que les candidats constatent qu'ils ont plein de nouveaux outils pour pouvoir postuler. Des vidéos, ils sont alpagués sur beaucoup de campagnes publicitaires, programmatiques. Mais en fait, ils nous disent, dans tout ça, on manque d'interaction humaine, on manque vraiment d'humain. Très clairement, on a besoin, comme tu le disais Michel tout à l'heure, d'hyper-personnalisation, d'individualisation, pour sentir vraiment qu'on accroche, qu'on va créer cette rencontre avec ce côté RH et plus largement les entreprises. Quand on se dit tout ça, on pourrait se dire ouais, ok, d'accord, mais en fait, en réalité, il se passe quoi? En réalité, il se passe ce que tu disais, Michel, tout à l'heure, c'est que ni candidat, ni RH ne trouve réellement chaussure à son pied. Il y a encore une belle photo féminine qu'on voit sur la droite pour remoderniser les codes de l'industrie. Ce qui se passe aussi, tu en parlais Michel tout à l'heure sur la notion de ce que veulent les candidats, c'est que contrairement à 2022, puisque c'est quand même la 7e édition qu'on réalise, contrairement à 2022, les candidats semblent avoir plus l'embarras du choix. Même dans l'industrie, ils sont beaucoup plus hyper sollicités, sursollicités, ce qu'on n'avait pas forcément il y a 2-3 ans encore en arrière. Donc, eux sont sursollicités. En face, ils nous disent, clairement, je ne cherche pas forcément, je suis plutôt passif dans mon activité de recherche d'emploi. C'est plus 3 points versus mai 2022. Ils sont moins pressés, c'est-à-dire que l'année dernière, ils nous disaient à 3 mois, on est globalement à 50% à vouloir changer de poste à 3 mois. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 35%. Donc, il y a un vrai écart qui s'est creusé. Et ce qu'on observe, c'est qu'ils sont sursollicités. Ils ont donc l'embarras du choix. Et en même temps, ils réfléchissent à 2 fois. Là encore, on pourrait se dire, waouh, c'est un constat un peu alarmiste. Il n'y a pas de solution. Et en fait, il y en a, puisque la solution principale, c'est de comprendre plusieurs choses. Et je vais juste laisser Michel rebondir sur le côté rémunération, puisque ça fait partie des sujets importants, puisqu'on en parlait tout à l'heure sur le côté acquisition, et on reviendra sur qu'est-ce qui fait vraiment bouger les candidats. Michel, si tu peux nous parler un peu de ce sujet rémunération, ce serait top.
Ouais, je vais juste compléter ce que tu viens de dire, là. En fait, pour information, on a fait l'exercice, on s'est prêté à l'exercice pour certains de nos clients sur un métier en hypertension aujourd'hui, qui est le monde de la maintenance industrielle, avec, des filières et des industriels en nombre qui souhaitent recruter des techniciens de maintenance. Alors effectivement, ils ont disparu de la surface de la terre vu le nombre de recrutements. Mais en tout cas, ce qu'il faut, percevoir, c'est qu'en moyenne, un candidat a le choix entre 8 offres d'emploi. Donc il y a 8 fois plus d'offres d'emploi dans le métier de la maintenance que de candidats disponibles, en tout cas, qui se déclarent l'être ou en tout cas en veille active ou veille passive. Donc ce qui veut dire qu'on est réellement passé dans l'industrie, dans un marché de candidats et donc ayant l'embarras du choix, pour eux, l'un des critères majeurs pour lequel ils souhaitent se positionner, puisqu'on rencontre que 90 quasiment des candidats ont envie de postuler ou en tout cas postuleront à une annonce beaucoup plus facilement qu'à partir du moment où celle-ci fait état d'un niveau de rémunération. Et j'aime souvent reprendre l'image du marché de l'immobilier pour la caractériser. Mais si vous vous connectez sur le bon coin pour chercher un appartement ou une maison, vous allez fortement cliquer ou un peu plus facilement cliquer dans celle qui vous correspond au budget que vous vous êtes fixé plutôt que les autres. Et aujourd'hui, le monde de l'emploi, c'est exactement les mêmes codes que le monde de l'immobilier. C'est-à-dire qu'à défaut de ne pas avoir de rémunération affichée, bah, les candidats vont plutôt aller, cliquer sur celles qui leur correspondent. Donc c'est une vraie tendance de fond. On voit l'évolution dans les chiffres dessous. Aujourd'hui, 90 des candidats attendent d'avoir une rémunération affichée. Alors ce qui est pas toujours très simple quand on est RH, pour pas créer, des déséquilibres, visibles au sein de l'entreprise, mais en tout cas, c'est une des attentes majeures du monde des candidats. Mmh. Et c'est aussi ce que les RH nous disent en face. Ils ont aussi beaucoup de refus de propositions, liés à la partie, rémunération. Mais est-ce que tu penses, Michel, que c'est le seul facteur qui fait la différence? Heureusement que non, parce que sinon on serait dans un marché de mercenaires, mais en tout cas, c'est effectivement une donne non négligeable à prendre en compte. Mais il n'y a pas que ça, et il n'y a pas qu'une question d'argent, et on le disait tout à l'heure en introduction. Ils attendent aussi d'autres choses quand ils sont candidats dans l'industrie. Ils attendent de pouvoir s'engager sur des projets qui les intéressent. Et Tout Alors, il à y a fait. aussi juste un petit point d'alerte quand même sur la rémunération, parce qu'on a vu là les derniers mois, les entreprises ont tendance à faire de la surenchère à la rémunération, et on sait que la loi sur la transparence des salaires va poindre son nez d'ici, allez, on va dire, pour être sympa, 18 à 36 12, mois. ouais, Ce qui signifie que si aujourd'hui vous vous amusez à recruter des candidats à plus 20% du marché, bah, dans 2 ans, vous devrez vous en justifier en interne et procéder à certains rééquilibrages. Donc ça risque de vous coûter beaucoup plus cher dans les années à venir. Donc il y a quand même aussi cette complexité pour les RH. Tu disais, on est presque sur un marché de mercenaires. Il y a quand même des recruteurs qui ont tendance à jouer sur le salaire, mais jouer sur le salaire, c'est peut-être pas une bonne option pour l'avenir. c'est clair. On a aussi une population qui, jusqu'il y a 2 ans, n'avait pas l'habitude d'être sollicitée non plus par des recruteurs. C'était aujourd'hui, ils font même plus l'effort de postuler. Donc ils sont sursollicités, comme le disait l'heure tout à l'heure. Mmh. Forcément, quand vous êtes sursollicité, vous estimez que vous avez une certaine valeur et donc vous faites monter un peu les enchères. Mmh. Et là, pour une population qui n'était pas habituée à ça, les enchères montent encore plus vite. Ouais. Ouais, c'est clair. Et au-delà de l'aspect rémunération, ce que nous dit aussi, l'étude, c'est que oui, ça permet, effectivement, d'attirer, donc en prenant en garde à la notion de transparence des salaires que tu viens de citer, Christophe. Et globalement, on sait aussi qu'on les a interrogés, de savoir qu'est-ce qui leur fait poser des questions? Qu'est-ce qui leur donne envie finalement de changer de poste? Michel en parlait tout à l'heure sur la notion de projet, et plus largement, on leur a posé la question: «Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous posez des questions?» Il y a 3 facteurs dans l'industrie qui diffèrent un peu, des autres populations. Le premier, c'est le management. Le management est 3e pour les autres populations. Le management qui ne semble plus leur correspondre. Donc tu en parlais tout à l'heure, Christophe, sur la partie, ligne managériale, sur le côté, recrutement. Il y a un vrai enjeu, dans l'industrie, et tu le disais aussi, Michel, à accompagner ces managers, qui, pour autant ont un savoir-faire, une expertise, et qui parfois sont propulsés sur des postes managériaux sans pour autant être formés, accompagnés pour ça. Il y a un vrai enjeu à vraiment accompagner ces managers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs, à la capacité à donner du sens, pour vraiment faire la différence et se dire, bah, concrètement, en tant que candidat, bah, je vais être séduit par le projet que me propose ce manager parce qu'il a envie de me faire grandir dans l'entreprise. Le deuxième sujet, et on l'a dit, c'est le projet qui ne donne plus envie. Aujourd'hui, ils ont envie de bouger parce qu'ils se disent, bah, dans l'entreprise dans laquelle je suis, bah, clairement, je ne vois pas le cap, je ne vois pas le sens, je ne vois pas la vision. Ça ne correspond plus vraiment. Et le troisième sujet,
c'est les conditions de travail qui sont pas adaptées. Alors derrière ça, on met des notions de flexibilité qui sont pas toujours faciles à mettre en œuvre sur des lignes de production, notamment, mais il y a peut-être des astuces, peut-être Michel, tu peux en parler sur, certains de tes clients, des astuces qui peuvent permettre justement de donner une meilleure flexibilité à ces, collaborateurs pour qu'ils se disent: «Bah, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, le projet, le management et aussi, les conditions de travail qui sont un peu plus adaptées, en général». Bah, le monde de la production s'est souvent senti un peu, à l'écart, durant le Covid, hein, où ils ont vu une partie de leurs collègues, qui partaient en télétravail et qui depuis le sont restés. Eux, en atelier, ils n'ont pas toujours cette capacité à le faire puisqu'il faut être, à côté des machines. Mais et donc ils attendent aujourd'hui un peu plus de flexibilité, où ils ont un peu plus de difficultés à rentrer dans des rythmes industriels instaurés depuis des années et des années. Je pense au 5-8, je pense au 3-8, ou aujourd'hui, des rythmes de travail qui trouvent plus preneurs par rapport à cela. Et un des constats que l'on fait et une des questions qu'on nous pose le plus souvent aujourd'hui dans ce monde de la production, c'est la semaine des 4 jours. Mmh. Mmh. À défaut d'avoir de la flexibilité sur ma semaine de travail, puisque le rythme est contraint par un cycle de travail, on me demande de plus en plus du 4 jours. Est-ce que l'entreprise pour laquelle vous recrutez est capable de me proposer 35 heures ou 37 heures sur 4 jours? OK. Il y a un sujet aussi qui est intéressant, à poursuivre sur cette, diapositive, c'est de se dire que c'est le petit, nota bene, 2 que vous voyez ici. C'est qu'est-ce qui finalement déclenche le choix? Qu'est-ce qui fait dire oui à ces candidats? Ils nous disent que dans l'industrie, et c'est valable pour les autres populations aussi, que l'adéquation aux valeurs, donc entre leurs valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise est vraiment leur premier critère de choix. Alors souvent ça fait sourire quand on dit ça parce qu'on se dit: «Oh bah, en process de recrutement, comment on partage les valeurs?» Et bah, c'est un peu sur le même sujet que le management, c'est une notion d'incarnation du projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir des valeurs, bah, c'est les 4 CCLD, audace, engagement, bienveillance. En les incarnant, en les expliquant, en donnant des exemples concrets, ça permet aux candidats de se dire: «Bah, ça me correspond et ce projet-là, il me donne envie parce qu'il correspond en termes de valeurs à mes aspirations» et c'est pas du tout ce qu'on avait avant Covid, c'est ce qu'on a observé puisque l'adéquation, aux valeurs est le premier critère de choix depuis maintenant, 2 ans et demi, depuis nos 7 éditions. Donc globalement, on observe vraiment que ce sujet de moi, ma contribution dans le projet, plus largement à la société et comment je m'y retrouve en termes de mes valeurs est clé, pour vraiment s'engager dans une entreprise, industrielle. Moi, j'ai un peu évolué sur mon point de vue là-dessus, parce que je me rends compte que les candidats n'entendent pas toujours la même signification du mot valeur que nous. Et finalement, pour moi, ils l'interprètent plus vis-à-vis du manager. En fait, ils adhèrent quasiment plus aux valeurs du manager qu'aux valeurs de l'entreprise. Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment le management qui est la clé parce que, de toute façon, on va adhérer à la personne, avec qui on bosse tous les jours, plus qu'à l'entreprise. Alors effectivement, si tu bosses dans une industrie qui fabrique de l'alcool et que tu es anti-alcool, tu n'iras pas. Ou, tu vas pas aller bosser chez Philip Morris si tu as pas envie de fabriquer des cigarettes. Ça, c'est des trucs très, très basiques. Mais je pense que la notion de valeur, elle est quand même plus corrélée Mmh. au management qu'à l'entreprise en tant que telle. Je partage. D'où la D'où la nécessité mmh. d'accompagner ces managers. Pardon, Michel, excuse-moi. Non, mais c'est exactement ça, d'où la congruence qu'il faut avoir à tous les étages de l'entreprise, entre les valeurs de l'entreprise et la manière dont les managers, les font vivre au quotidien. Parce que tu as raison, c'est le quotidien, il se vit avec un manager. On quitte un manager, on quitte pas une entreprise très souvent, hein. Donc c'est la nécessité aujourd'hui pour des managers qui étaient pas sensibles à ces sujets-là, encore une fois, rappelons-le, qui étaient Mmh. plutôt focusés production, critères et KPI de production, on leur demande de plus en plus de rentrer dans cette notion d'engagement Ouais. de leurs propres collaborateurs. Mais après, on va pas se mentir, hein, les notions de valeur, c'est même si c'est, censé être top down au départ, finalement, les valeurs d'entreprise, elles sont plus bottom up en provenance, des lignes managériales qui retranscrivent tels qu'eux les interprètent et les vivent. Donc, Et les incarne au quotidien, ouais, c'est ils clair. incarnent, ouais. Mmh. Bien Donc d'accord. pour répondre à la première partie que tu abordais, Michel, tout à l'heure sur, comment on fait justement pour, écouter, ces candidats. Il y a 3 sujets, qu'on peut retenir sur cette première partie. C'est de se dire que la rémunération semble nécessaire pour attirer, en prêtant garde aux critères de transparence comme tu l'as évoqué, Christophe. Que la nécessité d'avoir un projet humain pour séduire est indispensable et d'autant plus si elle est incarnée par les managers eux-mêmes et globalement, si on est dans un cadre de travail où on sent que le lien humain est important, où on a besoin aussi, après toutes ces années, Covid, de retrouver la convivialité, des échanges, des moments de pause, même informels. Enfin, vraiment, voilà, une sensation d'être dans un collectif et d'être utile à ce collectif.
Finalement, la rémunération, pour être différenciant, est-ce qu'on n'a pas intégré à jouer sur d'autres, critères que le salaire de base? Les C'est-à-dire tout avantages. de suite partir sur, des rémunérations, objectivées avec un certain nombre de primes. J'ai même vu des entreprises qui proposaient des packages, d'entrée, tu sais, un peu comme dans le monde du football où, tu arrives, tu as une prime à l'embauche, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Ouais, oui, il va falloir aujourd'hui repenser les incentives aujourd'hui des collaborateurs en industrie. Il faut juste se rappeler que pour certaines encore, c'est de moins en moins vrai, mais il y a encore peu de temps, on donnait des primes à l'assiduité quand même dans le monde de l'industrie. Donc on nous payait en plus si on était présent. Là, on parle effectivement, alors il faut plus que ça pour s'engager au quotidien. Donc, effectivement, tu as raison, c'est comment j'arrive à être incentivé sur ma contribution individuelle et ou collective à un projet, d'entreprise. Donc là, on part pour certains types d'industries, on part de loin. Donc il va falloir effectivement que les industriels, phosphorent et se benchmark les uns avec les autres sur comment on peut, lier l'engagement et la rémunération et non plus, la présence sur un lieu de travail et l'engagement. Mmh. Et si on parlait maintenant de la question du sens, qui est une question, qu'on a souvent abordée avec Christophe sur les différentes, interventions qu'on a pu faire sur cette étude. Du coup, je vais te laisser la main, Christophe, pour parler du sens. J'aime bien cette, diapositive. Alors, quitter mon travail actuel pour un nouveau qui a plus de sens. Donc là, en toute logique, bah, plus on avance dans l'âge et plus, on est en quête de sens, hein, par rapport à son job. Le travail est-il, plus important que ma vie perso? Là, c'est plutôt le schéma inverse. Bah, plus on est jeune, plus on va avoir une considération pour le travail en début de carrière et plus ça devient diffus, avec l'âge. Je suis fier d'être dans mon entreprise. Là, on rejoint plutôt le premier phénomène, hein. Plus on avance en âge et plus on est fier, mais ça s'explique aussi parce qu'à 45-55 ans, on a quand même, déjà, travaillé Ouais, dans c'est moi aussi. plusieurs entreprises et donc on est censé avoir choisi le modèle, d'entreprise, la culture qui nous correspond et puis, la question marrante, c'est: «Le travail doit-il s'adapter à moi?» Donc là, évidemment, les personnes, matures, à partir de 35 ans, vont dire que, bah, non, en fait. Mais les 18-35 considèrent que le travail doit s'adapter à eux. Mmh. Vaste sujet, C'est ça. qui est, largement, marketé et promu par un certain nombre de médias aussi, qui ont tendance à formater les esprits des, personnes qui arrivent sur le marché du travail. Moi, je pars du principe que même si on travaille sur de l'équilibre, vie perso, vie pro, bah, le travail, c'est pas la ça reste un job, donc l'entreprise ne doit pas s'adapter, ne peut pas de toute façon s'adapter à l'ensemble, des candidats et Mmh. on va pas se mentir, comme les cultures d'entreprise ne peuvent pas plaire à tout le monde. Donc de toute façon, l'entreprise, à mon sens, restera maître de ses conditions. Mmh. Et ce qui est intéressant à noter au travers de ces diapositives aussi, c'est qu'il y a 2 notions. Les notions de sens, cette envie de quitter son travail pour un nouveau qui ait plus de sens et cette notion d'adaptation, très clairement pour se parler sur 2 sujets, ça rejoint le côté management intergénérationnel. Clairement, le monde de l'industrie est aussi, face à ces situations où il faut pouvoir gérer l'intergénérationnel dans ces entreprises. Peut-être que Michel, tu pourras rebondir sur ce sujet et aussi ce que moi ça m'évoque, ce que ça nous évoque, c'est la capacité pour l'entreprise de partager dès l'offre d'emploi un cap, une vision. En fait, ce que ça nous dit au travers de cette, diapositive, c'est que clairement, n'importe quel candidat, quel qu'il soit, peu importe son âge, a besoin d'avoir une projection, un projet, quelque chose, un cap, une vision, que ce soit clair et transparent. Et c'est ça finalement que moi je retiens de cette diapositive, ces 2 sujets, le management intergénérationnel et la capacité pour les entreprises d'adapter dès l'offre d'emploi ce sujet sans faire du vraiment segmentant et cetera, mais en donnant vraiment un cap, une vision et en s'intéressant d'abord à la personne qui lit l'offre d'emploi avant de parler de l'entreprise. Ouais, mais ce qu'il en ressort aussi, je pense, tu vois, on sait que depuis début 2023, la principale préoccupation des entreprises, c'est pas le salaire, puisque la plupart peuvent pas augmenter les salaires. On va pas se mentir, hein, on est dans une période où, la plupart des chiffres d'affaires,
2023 versus 2022 ont baissé. Enfin, l'embellie post-Covid, elle est en train de retomber hein, en termes de business. Donc là, on rentre un peu dans le dur. Donc la seule option, comme disait Michel, c'est la réorganisation des temps de travail. Donc moi, j'entends par le travail doit s'adapter à moi, pas forcément que en matière de sens. Et les candidats confondent un peu tout. Bien souvent, ce qui les intéresse, c'est pas le sens, c'est comment je vais exécuter mon job, dans quelles conditions, et est-ce que je vais le faire 7 heures par jour, est-ce que je vais le faire sur 4 jours, est-ce que je vais faire, comme tu disais, du 2, du 3-8, etc. C'est ça la vraie question. Et c'est là où ça devient compliqué parce que individualiser l'organisation du travail, ça devient hyper complexe. C'est Alors Kafka. évidemment, Même Kafka y est pas arrivé, donc évidemment que les plus de 35 ans, ils sont moins sensibles puisque la plupart du temps, les plus de 35 ans, les profils types, on va dire, ont déjà leur crédit IMO, ont déjà potentiellement une vie installée, avec ou sans enfants, peu importe, mais ont déjà adapté un rythme. Et ils ont un rythme de vie qui est déjà ancré. Donc là, ce que dit ce slide, c'est que quand j'arrive sur le marché du travail, adaptez-vous à moi. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ouais, c'est sûr. non, mais je pense qu'il faut derrière ce mot-là, c'est, écoutez-moi, en fait. Plutôt que de «adaptez-vous à moi», c'est «écoutez-moi» et on le disait en phase introductive, mais les candidats, quels qu'ils soient et d'autant plus dans le secteur industriel où aujourd'hui il y a une tension sur les compétences, ils attendent on s'intéresse à eux. Je vous donne juste une petite anecdote, qui nous est arrivée il y a pas longtemps, une entreprise qui cherchait un technicien, et qui était prêt à intégrer un jeune, diplômé, le chef d'entreprise, lui fait faire la visite de son atelier et avec son prisme à lui, va lui montrer, un opérateur qui est en poste depuis plus de 35 ans dans son entreprise et donc il lui dit: «Bah, tu vois chez nous, si tu fais bien ton job, tu peux y rester toute ta carrière, regarde que et tu seras comme lui, un professionnel aguerri de son métier» et le candidat a refusé d'aller dans cette entreprise. Le client n'a pas compris pourquoi, quand on échange avec le candidat, il s'est projeté lui dans le pantalon et dans le t-shirt du technicien qui était face à lui et il s'est dit: «Mais en fait, j'ai pas envie de venir, comme lui». Je vous passe, un peu les détails les caractéristiques physiques de l'individu, au bout de quelques années d'expérience, professionnelle. Mais en fait, il s'est pas projeté dans cet environnement-là. Alors que dans le bon sens du dirigeant, c'était de lui garantir une pérennité de poste et un développement de carrière dans son entreprise. Donc Sachant que, voilà, c'est 2 mondes qui ont pas ouais, l'habitude de se parler, en fait. sachant que les candidats aujourd'hui, s'ils se projettent à 2 ans, c'est déjà pas mal. Mais dans la tête d'un industriel, quand il a construit son entreprise sur du savoir-faire qu'il a acquéri au fur et à mesure des années avec ses techniciens, pour lui, le court terme, c'est entre 5 et 10 ans minimum, quoi. Alors ça, c'est un vrai problème pour l'industrie parce que les dernières projections en matière de durée de vie d'un salarié dans l'entreprise, c'est 3 ans. Dans la projection, là, à partir de maintenant, on considère que si un salarié reste 3 ans dans une entreprise, bah, ça sera une moyenne déjà acceptable. Et ça, tu fais une belle transition par rapport aussi à la partie compétences, hard skills, parce que très souvent on parle des soft skills dans nos métiers de recruteurs. Mais faut savoir que si on est sur un métier de savoir-faire, il faut avoir malgré tout des compétences techniques, donc des hard skills pour pouvoir exercer le métier. Et je te rejoins complètement, Christophe. Non seulement la durée de vie d'un collaborateur, elle sera courte dans le futur dans une entreprise, on l'estime à 3 ans, mais intrinsèquement, sa compétence elle-même, hard skills, aura évolué. Parce on en a parlé tout à l'heure, on digitalise, parce qu'on revoit nos modes de travail, parce qu'on revoit les méthodes industrielles. Et donc, la compétence technique, on sait qu'au bout de 2 ans, elle commence à devenir obsolète. Donc dans un métier de savoir-faire qui a appris régulièrement par expérience au fil des années à reconnaître la compétence par l'expérience et par la durée, on est dans un monde nouveau où au bout de 2 ans, ma compétence, elle commence à devenir obsolète. Et donc très souvent, une des difficultés majeures pour un industriel de recruter réside, on le disait tout à l'heure, à tous chercher le même profil type, donc un peu d'expérience, mais pas trop parce qu'elle est trop chère. C'est peut-être là où il y a d'autres méthodes de recrutement, de se dire de toute façon dans 2 ans,
ma compétence recherchée aujourd'hui aura évolué et sera plus celle que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que certains industriels ont commencé à créer leur propre école, hein. Et complètement, Mmh. complètement. Parce qu'ils ont compris que leur métier va bouger et va évoluer. Donc on leur donne les prérequis de base, mais par contre, on leur apprend à évoluer par rapport à l'évolution de l'entreprise. Et Michel, tu parlais de nouvelles, de pratiques pour, évaluer justement ces compétences comportementales. En fait, le sujet, c'est de remettre, l'humain au cœur dans la partie, recrutement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de pratique qui permettent d'aller évaluer les compétences comportementales? Oui, très souvent, quand on est dans un sillon ou dans un fossé, quel qu'il soit, on a du mal à en sortir. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, on va s'arc-bouter sur le sacro-saint CV en se disant: «Je veux la même expérience chez mon concurrent, comme ça je suis sûr qu'il a fait exactement la même chose». C'est plus forcément possible parce que les compétences sont rares et c'est surtout pas vrai parce que, d'une entreprise à une autre, quand on parle de technologie, bah, on n'a pas toujours les mêmes machines. Donc plutôt que de se dire: «J'achète un candidat et je le recrute par transposition et extrapolation de ce qu'il a pu faire dans une entreprise», j'ai plutôt moi pris l'option de dire: «Et si j'évaluais son aptitude à intégrer mon entreprise, à intégrer ses codes et surtout à intégrer les évolutions de mes métiers et de mes machines?» Donc l'assessment, est un élément intéressant, c'est-à-dire la mise en situation à partir d'exemples, concrets d'évaluation, de se dire: «Certes, aujourd'hui sur le CV, je trouve pas tout, en termes de compétences, mais est-ce qu'il n'aurait pas les aptitudes à?» Je donne là aussi, j'aime bien les anecdotes. L'anecdote d'un technicien maintenance, pour pas le citer encore une fois, avec des difficultés qu'on connaît pour les recruter. On a, réussi à travers un assessment à recruter un comptable sur un métier de technicien de maintenance. Bon, on va dire pas rien de phénoménal, si ce n'est que, bah, si on en débrief post-assessment, on pose la question au DRH et au manager: «Est-ce que vous l'auriez recruté si vous aviez vu apparaître son CV marqué comme comptable?» La réponse est dit: «On Mmh. l'aurait même pas reçu». Et pourquoi il a été recruté? Parce que en dehors de ses 35 heures de travail, parce que lui, c'était, le poste de comptable était vraiment pas un choix, mais un choix subi, et ben, il passait énormément de temps dans les moteurs de ces voitures de rallye et il avait acquis une expérience en mécanique, en électricité, qui lui servait dans le monde de la maintenance. Mais si on reste au CV, il serait jamais passé. Ouais. Donc il y a des manières d'aujourd'hui de repenser la manière de le recrutement quand on est dans des sillons et qu'on n'arrive pas à en sortir parce qu'on recherche tous ces mêmes compétences d'un ingénieur, 3 ans d'expérience et qui nous coûte pas trop cher. Et il y a aussi le sujet de savoir un peu ce qu'on recherche, enfin, notamment sur la partie référentiel de compétences. Toutes les entreprises industrielles ne sont pas équipées en la matière ou alors n'ont pas un référentiel à jour. Exactement et ça, c'est pour le préalable à un assessment, c'est de s'aligner sur les attendus managériaux et les attendus en termes de compétences. C'est-à-dire compétences hard skills et attendus managériaux. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être êtes-vous déjà dans la convention collective de la métallurgie. La chance que l'on a actuellement dans la métallurgie, c'est qu'il y a un alignement des conventions collectives et impose aux entreprises de réfléchir un peu à leur contenu de poste pour le référentiel de convention collective. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez déjà La chance, tu dis ça parce que tu bosses pas en DRH en eh ben entreprise. ouais. Parce que franchement, Ou alors la chance pour nous parce qu'ils ont même plus le temps de s'occuper de leur propre recrutement parce que ça les ouais, happe tellement. Mais c'est sûr que par contre, à moyen terme, ça sera une vraie chance d'être passé par là parce que ça veut dire un alignement des pratiques. Ouais, c'est clair. Mais le prérequis de base, c'est celui-ci. Travaillons sur un référentiel de compétences et surtout, travaillons sur un référentiel managérial. Tu le disais Christophe, c'est le management qui est la clé de la réussite d'un recrutement. C'est pas l'entreprise et le corporate qu'on pourrait y mettre derrière. Mmh. Ce qui nous amène, ça fait une belle transition, parce qu'on parlait de remettre l'humain au cœur, aux 2 derniers sujets qu'on voulait aborder, avec Michel et Christophe, sur comment on fait pour casser les codes. Et le sujet de la marque employeur est aussi un prérequis et un indispensable pour les entreprises industrielles aujourd'hui. C'est le lot, de beaucoup de clients qu'on accompagne sur ce sujet-là. Il y a quelque chose pour faire la différence et pour casser les codes qu'il faut réussir à mettre en œuvre, c'est cette notion d'humain, en fait, de réussir dès l'offre d'emploi, parce que la marque employeur, c'est pas juste une promesse et bref, un joli site internet. C'est dès l'offre d'emploi, qu'est-ce qu'il peut faire pour aller casser les codes dans la partie industrielle et aller chercher, aller alpaguer ces candidats qui sont pas forcément en recherche et qu'il faut aller toucher. Et pour ça, on a une petite astuce qu'on aime bien mettre en œuvre. Et la dernière astuce, Michel, je te laisserai la partager sur le côté engagement avec l'outil DISC.
Vous voyez un bel anagramme sur cette diapositive. Il y a deux choses en fait qui font avancer le monde en général, c'est l'argent et le sexe. Sexe sur la partie, comme c'est écrit ici, qu'on ne m'accuse pas de dire des choses bizarres dans ce webinaire avec Christophe. Globalement, c'est 5 facteurs. Les 3 premiers facteurs sont des facteurs rationnels, c'est-à-dire que globalement, on sait tous faire une offre d'emploi en allant toucher la partie sécurité, emploi, confort. Par contre, pour faire la différence, et notamment dès la première phrase qui consiste à aller accrocher finalement avec une question, quelque chose qui va aller toucher au cœur du candidat, c'est les 2 derniers facteurs qui sont des facteurs irrationnels qui permettent vraiment de faire la différence et de casser les codes en se disant qu'on veut travailler uniquement sur le côté facteur considération et le côté sentiment, émotion. Dès l'entrée, pour faire la différence sur ces offres d'emploi industrielles qui sont nombreuses et qui ont du mal à se différencier les unes aux autres, c'est vraiment d'aller travailler prioritairement les éléments de langage qui vont aller chercher le fait que la personne qui lit se sente considérée, se sente qu'elle fait partie d'un projet, qu'elle pourrait faire partie d'un projet, et ensuite qu'on puisse générer de l'émotion. Comme tu l'as dit, Michel, l'industrie, c'est plus simplement une partie de production sale avec des lignes de production sales, c'est plus que ça, c'est un projet derrière, c'est une transformation technologique, c'est la transformation digitale, c'est bref, tout ce qui attend la partie française sur la réindustrialisation. Donc, c'est réussir à vraiment inclure des émotions, des éléments de langage autour de la considération et de l'émotion, puisqu'on le sait, l'offre d'emploi reste le premier élément qui fait postuler les candidats, puisqu'ils sont très attentifs à l'offre d'emploi en priorité. Mais c'est une réelle révolution, hein, dans un secteur qui n'était pas habitué à parler à une cible, à Mmh. des candidats. Je vous invite à regarder quelques sites internet d'entreprises, non des moindres. Pour certains, on parle encore de capacité de machine, en fait. On affiche des machines encore sur les sites internet, en disant: «On est capable de fabriquer, des machines, ou des pièces mécaniques», et on présente, un centre d'usinage, une alaiseuse, un tour, et autres. C'est plus ça qui donne envie à un candidat de venir. Donc effectivement, c'est passer d'une offre, encore une fois, très orientée, focusée produit technique, vers un projet d'entreprise. Et là, Mmh. c'est pas toujours si simple que ça pour, un secteur qui a pas eu l'habitude de parler à un public, C'est clair. autre qu'à un public d'experts. Mmh. Il y a une dernière astuce qu'on voulait partager dans ce webinaire sur le côté engagement. On parlait notamment du côté managérial. Du coup, Michel, bah, je te laisse terminer là-dessus. Oui, on le disait tout à l'heure, encore trop aujourd'hui dans l'industrie, on focus sur le hard skills qui est non négligeable. Là, et je suis le premier à considérer qu'il faut un prérequis de base pour pouvoir exercer un métier. On s'improvise pas tourneur, on s'improvise pas technicien de maintenance, on s'improvise pas automaticien. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que en industrie, malgré tout, pas loin d'un quart des recrutements, hem, échouent, non pas pour des problèmes de hard skills, mais plutôt pour des problèmes comportementaux ou d'adéquation à un style managérial ou d'adéquation à un comportement d'un individu. Et encore une fois, chez nos clients industriels, on passe trop peu de temps à évaluer, heu, les modes de communication et surtout les facteurs motivationnels d'un individu. Il a déjà utilisé ma machine, donc je le recrute. Oui, mais un quart d'entre eux seront déjà partis avant la fin de leur période d'essai. Donc je pense que, sur ces métiers industriels, on peut passer un peu plus de temps à essayer de comprendre ce qui donne envie ou ce qui met en mouvement un individu, quel qu'il soit, même si toute la journée il est derrière une ligne de production, même si toute une journée il est derrière une machine. Parce que votre capacité à l'engager durablement ne sera efficace qu'à partir du moment où vous aurez compris ses moteurs motivationnels. Et ça, là aussi, c'est un autre enjeu pour l'industrie, c'est de recruter autrement ou apprendre à recruter différemment que par la simple évaluation du hard skills, mais en les embarquant sur des facteurs motivationnels. Mmh. Et grâce notamment à l'outil DISC, par exemple, hein, il y en a d'autres, mais ça peut être l'outil DISC, effectivement, qui permet de comprendre, faire passer le questionnaire au candidat qui est recruté et de pouvoir échanger avec le manager pour pouvoir justement, aller améliorer, ce qui peut faciliter la communication et faire en sorte que le manager et le collaborateur puissent mieux se comprendre puisque comme on l'a dit, on quitte d'abord un manager avant de quitter une entreprise. Et effectivement, même sur des recrutements de techniciens, chez CLD, nous faisons passer le disque pour l'intégration, non pas comme un critère de sélection, mais comme un facteur clé de réussite à l'intégration, pour donner au manager les clés de compréhension de l'individu, en fait. Voilà comment il fonctionne dans ses caractéristiques premières, voilà comment il est capable de s'adapter, mais surtout, c'est quoi ces facteurs de levée motivationnelle? Comment vous allez réussir à lui parler?
et à embarquer et à engager dans son quotidien. Pour certains, c'est l'argent, pour certains, c'est la réalisation de soi. Voilà, c'est comment et sur quoi vous allez pouvoir travailler avec lui. Mmh. Super. On est à 44 Donc, minutes 30 secondes, dis donc. C'est pas beau. Bien, hein, des ça vrais enjeux volumiques en matière de recrutement, c'est 25 000 offres d'emploi ouvertes en 2023 dans le monde de l'aéronautique, c'est pas rien, dont 7 000 apprentis, mais c'est pas rien. Donc, de vrais enjeux de volume de recrutement dans le monde de l'industrie et surtout de vrais enjeux de changement de paradigme et de pas de côté à faire pour pouvoir recruter dans un monde différent aujourd'hui, qui est un monde du marché de candidats. Merci Laure, merci Michel. Je vous Bien. invite donc à Merci Christophe. contacter CCLD pour bénéficier de leurs conseils et de leur accompagnement. Si vous avez compris qu'il était peut-être temps de revoir vos processus de recrutement et de travailler un peu sur votre marque employeur. Je vous souhaite une bonne journée. Ce webinaire, on le retrouvera en replay sur MyRHline dès demain. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au Très bonne revoir. journée.